Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons Alain Werner. Bonjour. 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 Vous êtes avocat, défenseur des droits de l'homme suisse, spécialisé dans la défense des victimes de conflits armés, fondateur et directeur de Civitas Maxima, un réseau international d'avocats et d'enquêteurs basé à Genève qui depuis 2012 représente des victimes de crimes internationaux. Et vous êtes surnommé le chasseur de criminels de guerre africains. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. Donc, depuis quelques jours se tient à la cour d'assises de Paris le procès de Kunti Kamara. Le nom ne vous dit rien. Normal, les médias n'en ont quasiment pas parlé. Et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs sur Sud Radio. Kunti Kamara est jugé pour complicité de crimes contre l'humanité pour des faits ayant eu lieu au Libéria entre 93 et 94. Des faits horribles puisqu'il y a des meurtres, des viols, des mutilations, des tortures et même des actes de cannibalisme. Maître Alain Werner, Kunti Kamara, qui est-ce ? Alors écoutez, Kunti Kamara, c'était un commandant d'un groupe rebelle pendant la guerre civile au Libéria. Donc la guerre civile au Libéria, probablement personne n'en a entendu parler non plus. Elle a été très très cruelle. Elle s'est déroulée en 2 étapes, en gros de 89 à 2003. Il y a eu 2 guerres civiles qui ont absolument dévasté ce pays. Et durant la première de ces 2 guerres civiles, eh bien, Kunti Kamara était un commandant d'un groupe qui combattait le funeste Charles Taylor, qui avait commencé la guerre et qui avait massacré 2 ethnies, dont l'ethnie de M. Kamara. Ils se sont organisés pour se défendre et défendre leur ethnie. Malheureusement, selon les accusations portées contre lui et contre d'autres, eh bien, ce groupe ethnique à son tour, a commis beaucoup d'exactions. Et donc, c'est pour ça que M. Kamara répond aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris de ces accusations. Mais comment se fait-il qu'il soit jugé à Paris alors qu'aucune des victimes n'est française et que les crimes n'ont pas eu lieu en France ? Exactement, très très bonne question. Aucune victime n'est française, il n'a rien fait en France, il n'est lui-même pas français, vous avez absolument raison. Eh bien, M. Kunti Kamara habitait depuis 2 ans en France. Il est arrivé au début des années 2000, fin des années 90. Il a obtenu la nationalité néerlandaise. Il est resté, je crois, plus de 10 ans aux Pays-Bas. Ensuite, il est parti en Belgique. Ensuite, il est venu en France. Il était d'ailleurs en route pour le Portugal lorsqu'il a été arrêté. Et donc, en fait, c'est cette compétence universelle qui est controversée, dont on va parler sûrement, et qui, pour nous, est source de beaucoup d'espoir, et qui, en fait, permet à des États de juger des gens, notamment s'ils se trouvent dans le pays de cet État, même si, encore une fois, cette personne n'a pas commis de crime, n'est pas un national et n'a rien fait dans le pays. Donc c'est grâce à cette compétence universelle qu'a exercé la France que M. Kunti Kamara est en procès à Paris. Alain Werner, question de néophyte. Pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas été arrêté puis transféré à La Haye et jugé par la Cour pénale internationale ? C'est une très très bonne question. Alors aujourd'hui, l'architecture, c'est un peu technique, mais en un mot, effectivement, il y a une Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale n'est compétente que depuis 2002. Donc on a fêté cette année les 20 ans de la Cour pénale internationale. La France est très importante, comme d'autres pays européens, dans cette Cour pénale internationale. Mais tous les crimes avant 2002 ne peuvent pas être jugés. Et la guerre civile au Libéria a duré jusqu'en 2003. Mais 90% de la guerre civile était avant. Donc c'était clair que la Cour pénale internationale n'allait pas exercer. Il faut aussi dire que la Cour pénale internationale, évidemment, je suis un fervent supporter de cette Cour pénale internationale, mais jusqu'à présent, ses résultats ont été mitigés. On se rappelle qu'elle coûte quand même 130 millions d'euros par an, qu'elle existe depuis 20 ans et qu'à son actif, il n'y a que 5 condamnations, tous des Africains, aucun de gouvernant. Donc je pense que la Cour pénale internationale doit mieux faire. L'année passée, il y a Karim Khan, pour lequel j'ai travaillé, qui m'a envoyé au Cambodge sur le premier procès Khmer Rouge, qui est un formidable procureur. Oui, alors lui, maintenant, depuis l'année passée, l'anglais, Karim Khan, il est le nouveau procureur pour 8-9 ans encore, donc il y a beaucoup d'espoir. Mais à notre avis, la Cour pénale internationale ne peut pas tout faire, même si elle était plus efficace, et c'est très important pour nous que les États fassent leur travail, comme la France est en train de le faire dans ce procès. Vous avez fait, pas le tour de France, mais le tour d'Europe de Kunti Kamara. Il est allé aux Pays-Bas, tranquillement. Il est allé au Belgique, tranquillement. Il est venu en France, tranquillement. Il partait au Portugal. Bon, ça s'est terminé moins tranquillement. Comment expliquer qu'avec son passif, et son pédigré, son passif, il ait pu
voyager comme ça, mais en plus il n'était pas clandestin, il était résident, naturalisé néerlandais, de mémoire, etc. Comment est-ce que ça peut se faire ? Alors bon, concrètement, d'après ce qui est ressorti en audience publique dans ce procès, il n'a pas été tout à fait, disons, candide avec les autorités néerlandaises quand il est arrivé. Donc il n'a pas parlé de son rôle pendant la guerre civile. Maintenant, vous avez posé la parfaite question. À notre avis, et c'est le sens de mon engagement depuis 2012 avec ce réseau, il faut que... En plus de la police et des procureurs, et la France est pionnière. Laissez-moi rendre hommage ici à la France, qui a vraiment 40 policiers. Je suis suisse, voilà. Je suis suisse de Genève. J'espère que mon accent ne m'a pas trop trompé jusqu'à présent. Mais vraiment, la France est magnifique dans son engagement. Il y a un pôle spécialisé. Il y a des enquêteurs spécialisés, donc vraiment la France fait son travail. Mais malgré tout, exactement dans ce genre de cas, c'est la société civile, c'est des avocats au service des victimes qui ont certaines informations de la part des victimes que les États n'auront jamais. Et c'est comme ça que nous pouvons nous jouer notre rôle. D'obtenir les premières informations, de savoir où sont les personnes et ensuite de les transmettre aux États. Et la France, encore une fois, a été remarquable. Nous, on dépose plainte pénale en juillet 2018 avec constitution de partie civile. Or, en septembre seulement, il est arrêté à la veille de son départ en bus pour le Portugal. Il voulait ensuite rejoindre la Guinée. Donc voilà, donc la France a été absolument remarquable, mais clairement, sans la société civile, dans ce cas-là et dans beaucoup d'autres cas, il ne se serait pas passé grand-chose. En parlant de votre rôle, expliquez-nous d'ailleurs en quelle qualité vous intervenez sur ces crimes-là. Est-ce que vous êtes mandaté par exemple par les victimes ? Voilà, alors encore une fois une très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Que des bonnes questions à Sud Radio. C'est pour ça que je suis là. Que des bonnes questions. Dans finalement cette architecture du droit pénal international, il y a un peu deux voies. Vous avez les tribunaux internationaux. Moi, j'ai travaillé pour 3 d'entre eux. Et il y a la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est disons la voie classique. Et puis ensuite, encore une fois, vous avez la possibilité, grâce à cette compétence universelle, de juger les crimes devant des tribunaux nationaux. Et là, finalement, comme avocat, si vous travaillez, et c'est notre cas au Libéria, avec des partenaires locaux, je pense que c'est très important, parce que qu'est-ce que je connais moi sur le Libéria, même si j'ai vécu 5 ans en Sierra Leone, qui est le pays limitrophe, mais jamais je ne connaîtrais le Libéria, bien entendu, comme les Libériens. Si vous travaillez avec des partenaires locaux, et bien ensuite, si vous avez, grâce à eux, le mandat de victimes, de victimes qui veulent la justice dans des pays où il n'y a pas de justice, et bien ensuite, vous avez la légitimité et vous avez l'autorité pour ensuite approcher des procureurs qui, bien sûr, doivent vous faire confiance par la qualité de votre travail et ensuite venir vers eux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, si vous voulez, on n'est plus dans un système où c'est seulement les États qui s'occupent de ça. Et à mon avis, si c'était seulement les États, on serait encore dans un autre état d'impunité. Rappelons qu'aujourd'hui, l'impunité, malheureusement, et c'est le sens de notre travail, prévaut encore pour crimes de guerre. L'exception, c'est les procès, la règle, c'est l'impunité. Alors, le procès qui se tient en France en ce moment, c'est le miroir d'un procès qui s'est tenu en Suisse, que vous avez suivi, celui d'Alieu Kosia, pour des faits similaires, condamné en juin 2001. Il est venu témoigner à la cour 2021, pardon. Il est venu témoigner à la cour d'assises de Paris. Alors, il vous a accusé nommément d'avoir entrepris de recruter et manipuler divers individus au Libéria dans le but de construire un dossier d'accusation contre lui et Kunti Camara. J'ai avec moi plusieurs documents qui le prouvent. Monsieur le Président, comment est-ce que vous avez réagi ? Alors voilà, donc c'est une longue histoire que je vais tenter juste de dire 2 mots là-dessus pour qu'il y ait du contexte. Donc monsieur Aliou Kosia était en effet très énervé contre moi. Je pense qu'il est tout à fait légitime à être très énervé contre moi parce que la vérité c'est que c'est absolument à cause de moi qu'il est en prison. Son procès d'appel aura lieu en Suisse en janvier. C'est moi qui ai déposé les plaintes pénales contre Aliou Kosia. Donc même scénario, on se rend compte qu'il y a un commandant de cette faction Ulimo qui habite à Lausanne, à 60 km de Genève. J'apprends ça en 2013-2014 par des sources. Et donc on décide
décide, après vérification et enquête préliminaire, de déposer plainte pénale contre Aliou Kocha, qui est en prison depuis dès novembre 2014. Ça fait 8 ans qu'il est en prison, et comme vous l'avez dit, en 2021, il a été jugé. Donc il est très très énervé contre moi, et ça fait des années qu'il profère des allégations. Il a même déposé des plaintes pénales qui ont été classées sans suite, mais plaintes pénales contre moi en Suisse, contre tous les plaignants. Et en effet, il est venu, c'était assez spectaculaire, il est venu accompagner, il a dormi à Fresnes, je crois, ou à Fleury-Mérogis, il est venu avec des policiers depuis la Suisse pendant 2 heures pour témoigner à la barre. Et Kunti Kamara lui-même, l'année passée, en Suisse également, avait témoigné dans le procès d'Aliou Kocha, cette fois depuis, je crois, le bureau du juge d'instruction. Il ne s'était pas déplacé, c'était en vidéoconférence. Donc voilà, donc nous, dans notre travail, il arrive très fréquemment que les gens qui sont en prison à cause de nous accusent de toutes sortes de choses. C'est absolument leur droit de le faire. Et nous, on prend ça calmement, les juges étant ensuite à même de décerner le vrai du faux. Et je pense que c'est très important que les gens qui sont en prison à cause de nous d'une façon ou d'une autre aient cette possibilité. Je pense que c'est normal. Si un jour on en venait à faire n'importe quoi, il faudrait qu'on le sache. C'est quand même une grande responsabilité de dénoncer des gens à des autorités de poursuite quand il y a des peines de prison. Donc on est assez calme par rapport à tout ça. Tranquille. Et on poursuit ce débat passionnant dans quelques instants. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On revient pour Berkov dans tous ses états. Nous sommes en compagnie de Maître Alain Werner, avocat des parties civiles lors du procès de Kunti Kamara, président de l'ONG suisse Civitas Maxima, qui lutte contre l'impunité des criminels de guerre un peu partout dans le monde. Ce qu'il y a d'incroyable dans ce procès, le témoin, alors qui a été condamné, Aliou Kocha, qui est en appel, a osé déclarer cette phrase choc au tribunal: cette affaire est trop compliquée à juger par des blancs. Comment est-ce que ça a été reçu par la cour d'assises, Alain Werner? Oui, alors bon, nous c'était sans beaucoup de surprise, parce que c'est ce qu'il avait dit aussi devant les Suisses. Évidemment. Parce que je vous coupe, il y a quand même torture, cannibalisme, meurtre, viol, enfin c'est la totale. Alors juste pour dire que je suis pas avocat des parties civiles, mais je suis plaignant moi-même en tant que directeur de cette association. Et ça, c'est magnifique encore une fois dans le droit français, parce qu'à ma connaissance, en tout cas, c'est pas le cas ni en Suisse ni en Belgique. Ici, on peut être comme association étrangère, parce qu'on est suisse. Eh bien, on est habilité à avoir la qualité de partie plaignante, et donc on représente avec mes collègues ce réseau devant la cour d'assises, représenté par maître Sabrina Delattre et Simon Forman. Donc ça, c'est magnifique. Et pour répondre à votre question, donc effectivement un peu d'incrédulité. Je pense pas que c'était très malin à ma place, à sa place. Enfin, j'aurais pas dit ça. Disons que c'est pas la meilleure façon d'attirer une certaine sympathie pour le propos et ensuite de défendre votre cause. Et hier, les avocats généraux qui ont requis la prison à perpétuité hier, sachant que la défense plaide l'acquittement. Donc c'est quand même un procès qui est intéressant. Voilà, c'est intéressant, et verdict probablement demain soir. Eh bien, elles ont dit cette phrase magnifique. Elles ont dit que la France jugeait non pas à la place du Libéria dans ces procès, mais en l'absence. Et ça, c'est très important, parce que nous, on est tous d'accord que la justice doit se passer là où les crimes ont été commis. Si vous avez un homicide à Paris, pourquoi est-ce que ça devrait être jugé en Suisse, en Afrique, en Asie ou ailleurs? Non, ça devrait être jugé à Paris, et ce sera jugé à Paris. Et nous, on est tous d'accord pour dire que ces crimes doivent être jugés au Libéria, et on se bat pour qu'un jour il soit. L'histoire, c'est que le Libéria ne fait rien. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, George Weah, Ballon d'Or, oui, qui ne fait pas grand-chose depuis qu'il est au pouvoir. Il brigue, président du Libéria, il brigue un 2e mandat l'année prochaine. Il ne fait rien pour la justice. Et c'est donc pas à la place, mais en l'absence de cette justice. Sinon, Kunti Kamara aurait pu être jugé au Libéria, même s'il était en Europe, il aurait pu être jugé au Libéria parce qu'il est libérien. Et bien parce qu'il se passe rien là-bas, et bien les victimes cherchent ailleurs. Donc c'est ça la réponse à ces arguments qui reviennent sans arrêt. Et ils reviennent pas de la partie des victimes, ils reviennent de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de jugement et qui vous disent: ah mais vous êtes blanc, on est noir et tout ça. Je pense que
ces arguments, à mon avis, j'espère en tout cas, n'auront pas convaincu la Cour. D'ailleurs, nous avons échangé avant et je me demandais par rapport au moment fort de ce procès, il semblerait qu'il y ait eu des petits soucis de traduction. Alors évidemment, c'est toujours le problème dans ce genre de procès parce que au Libéria, eh bien, ils parlent anglais. Oui. Donc c'est pas comme en Sierra Leone où ils parlent une version créole, si vous voulez, de l'anglais. Là, ils parlent anglais, mais avec un accent qui, même pour moi, qui travaille depuis 20 ans sur ce conflit, parfois est très difficile à comprendre parce que c'est vraiment un accent extrêmement marqué. Et donc le problème, effectivement, ça c'est toujours les problèmes logistiques qu'on a, c'est que nous n'avons pas, il y a 4 interprètes qui font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais nous n'avons pas d'interprètes libériens qui pourrait vraiment comprendre. Et donc, voilà. Et donc, malheureusement, il y a des choses qui se perdent. Et ça, parfois, eh bien, c'est un peu compliqué. Mais c'est les problèmes, évidemment, logistiques que vous avez quand vous jugez en dehors du pays. Et c'est pour ça, encore une fois, et d'autres raisons, qu'il faut que la justice se passe là où les crimes ont été commis. Au Libéria, et en Sierra Leone, dans l'Ouest africain, les conflits qu'il y a eu des dizaines de Kunti Kamara. Il y en a qui ont été jugés, il y en a d'autres qui vont être jugés. Alors écoutez, c'est le sens de notre travail à Civitas Maxima. L'idée vraiment, c'est une quête de justice de ces victimes libériennes qui, encore une fois, n'arrivent pas à obtenir justice chez eux. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a eu, vous l'avez mentionné, en Suisse, donc maintenant en France, il y a une procédure en Belgique, il y en a une autre en Finlande, il y en a déjà eu 2 procès aux États-Unis. États-Unis, c'est intéressant parce que nous, on va partout où on peut avec les lois qui sont disponibles. Or, aux États-Unis, vous serez intéressé de savoir que vous n'arrivez pas, avec les lois en vigueur aujourd'hui, à juger un étranger pour crime de guerre. C'est très compliqué. Quelqu'un qui n'est pas citoyen américain, eh bien, nous avons utilisé les lois de l'immigration. Et en d'autres sortes, quand vous allez aux États-Unis, faites attention à ce que vous remplissez si vous demandez une green card ou si vous demandez un jour un passeport, parce qu'ils vous demandent si vous avez pris part à une guerre de rébellion, si vous avez commis des crimes, si ça, et si vous répondez non et que la réponse est oui et qu'on peut le prouver, eh bien c'est une infraction pénale. Et un des camarades d'Aliou Kocha et de Kundika, nom de guerre Jungle Jabba, a été condamné à 30 ans de prison confirmée en appel pour avoir coché les mauvaises cases. Et nous, on a fait venir des victimes avec évidemment les autorités américaines qui sont venus aux États-Unis et qui ont prouvé qu'il avait menti en prouvant qu'il avait commis des crimes de guerre pendant la guerre. C'était arrivé, je fais un petit rappel historique, aux États-Unis, il fallait cocher pour avoir un visa pour les États-Unis à l'époque, il fallait un visa ne pas avoir collaboré avec l'Allemagne nazie, et c'est comme ça que John Demjanjuk, celui dont on pensait qu'il était un des pires bourreaux des camps de concentration nazis, on lui avait retiré sa nationalité américaine, il avait été envoyé en Israël pour être jugé et il avait été relaxé. Pas pour ses crimes, mais parce qu'on n'était pas sûr que c'était lui des années après. Donc les Américains fonctionnent comme ça depuis déjà pas mal de temps. On va rester en Afrique de l'Ouest. Vous avez participé au premier procès d'un chef d'État africain poursuivi pour crimes contre l'humanité, Hissène Habré, ancien chef de l'État tchadien, qui avait notamment du sang français sur les mains avec le commandant Pierre Galopin, qu'il avait exécuté dans des circonstances atroces. Comment est venu ce procès? Vous y avez participé? Alors écoutez, moi j'y ai participé très modestement aux côtés de Maître William Bourdon, grande figure du barreau de Paris et tutélaire pour nous, parce que bien sûr William et continue à montrer la voie sur beaucoup de choses. Donc très modestement, j'ai participé à ce procès comme avocat à côté d'autres avocats et de nos confrères tchadiens. Ce qui s'est passé, ça c'est très important, ça a été très important pour moi, pour mon éducation et de voir ça, c'est que ça, contrairement à Charles Taylor, eh bien là vous avez un exemple, encore une fois, où finalement des avocats et des victimes ont imposé un tribunal international. Donc finalement, l'Union africaine... C'était à Dakar. À Dakar, absolument, a mis de toutes pièces un tribunal international. Mais ça, c'est grâce à l'acharnement de Reed Brody, l'américain Reed Brody avec Human Rights Watch, de victimes tchadiennes et aussi une victime sénégalaise, et des avocats pendant 20 ans se sont battus parce que vous l'avez complètement dit, le Tchad, c'est très très sensible. Vous vous rappelez, années 80, le Tchad, allié des États-Unis, Ronald Reagan, allié de François Mitterrand, la DGSE à Dakar, à N'Djamena, en train de possiblement suivre certains interrogatoires qui étaient plus que musclés. Donc très 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 compliqué. Idriss Déby qui renverse Hissène Habré
en 1990 et qui, vous le savez, régnera 30 ans, il est mort au front ou pas au front récemment, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on pensait qu'il était intouchable à Dakar. Il avait épousé des dignitaires, la fille d'un dignitaire, acheté plus ou moins les marabouts. Il était plus ou moins relax. Eh bien, grâce à cette quête de justice, ils ont convaincu le Sénégal de juger Hissène Habré. On va continuer à en parler dans quelques instants. On revient tout de suite avec Alain Werner, le chasseur de criminels de guerre africain. Et on abordera également la notion de crime contre l'humanité. On parlera également de Ukraine. Absolument. Et vous voulez réagir, le 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on a le plaisir de recevoir Maître Alain Werner, avocat des parties civiles, lors d'un procès pour des crimes contre l'humanité qui a lieu en ce moment à Paris. Le verdict est attendu demain soir. On parlait d'Hissène Habré. Est-ce que finalement, quelque part, Maître Werner, on ne juge pas les gens quand ils ne sont plus les alliés des grandes puissances? Hissène Habré, il avait massacré un officier de l'armée française qui s'appelait le commandant Pierre Galopin, qui était allé négocier la libération d'une otage qui s'appelait Françoise Clostre. Mais l'armée française a été au Tchad pour défendre Hissène Habré, je pense notamment à l'opération Manta en 83, et on a laissé Hissène Habré tranquille, même s'il avait massacré un Français, un officier du SDES. Est-ce que c'est pas ça aussi le nœud gordien? Tant que vous êtes l'allié des pays puissants, on ne vous fera jamais rien. Alors, si vous voulez, je pense que vous avez malheureusement en grande partie raison, et ces crimes sont par essence des crimes politiques. Donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, soit ils sont commis par des gens qui ont le pouvoir, ils veulent pas le lâcher, soit ils sont commis par des gens qui veulent prendre le pouvoir. Donc on est toujours confronté, bien sûr, à la politique. Et après, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous, on pense, je pense que vous avez raison. Maintenant, nous, on pense sur l'affaire Habré, que c'était déjà incroyable, même tellement d'années après, qu'on arrive à imposer à la communauté internationale un procès alors qu'il n'y avait aucune volonté politique, même encore plus tard, et on arrive ainsi à l'imposer. Après, vous avez raison, j'entends. Et puis, il faut quand même voir qu'avant 98, il n'y a vraiment rien du tout qui se passait. Ce qui s'est passé en 98, c'est Pinochet. C'est ça, ce coup de tonnerre mondial où tout à coup, on se rend compte qu'un ancien président à Londres, pour des histoires médicales, sur un mandat d'arrêt espagnol depuis Madrid, peut être en résidence pendant 18 mois, et finalement, les juges disent oui, vous pouvez l'envoyer à Madrid pour être jugé. Et là, bien sûr, récupération par derrière du politique où on dit qu'il est malade. Jack Straw dit qu'il est malade et avec ces images qu'on fait le tour du monde où il est malade jusqu'à prendre l'avion. Il descend de l'avion à Santiago, il est plus malade. Donc voilà, donc on est toujours confronté à cette histoire politique. Excusez-moi, je n'avais pas pensé de parler de Pinochet, c'est vous qui en parliez. C'était le juge Balthazar Garzón, espagnol, qui avait demandé l'extradition. Mais si on juge Pinochet pour le coup d'État du 11 septembre 73 et des crimes qui ont suivi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas poursuivi ceux qui ont organisé le coup d'État, qui était à Washington et à la CIA? Alors vous voyez, parce que là, excusez-moi, Pinochet, il n'est pas arrivé au pouvoir tout seul. Hein. Alors c'est toujours ce qui est intéressant, je trouve, dans votre question, c'est que comme il y a une telle impunité aujourd'hui, les quelques procès qu'on réussit à avoir par l'acharnement de procureurs, d'avocats, vous avez mentionné Balthazar Garzón, moi j'aimerais rendre hommage à Juan Garcés, qui est l'avocat magnifique encore vivant, qui a saisi Balthazar Garzón, qui était dans la Moneda, c'est le seul qui est sorti vivant, espagnol, juriste, conseiller légal. La Moneda, c'était le palais présidentiel où Allende soit s'est suicidé, soit a été assassiné. Voilà. On n'a jamais su exactement. Et maître Garcés, pendant 30 ans, très patiemment, a suivi tous les crimes de torture et ensuite a déposé plainte pénale. Mais vous avez raison, le problème c'est que comme on est dans une mer d'impunité, eh bien quand on a des procès par-ci par-là, grâce à, encore une fois à l'acharnement d'avocats, de procureurs, eh bien ensuite on nous dit souvent « Ah mais regardez l'autre côté, il n'y a pas de justice » et c'est juste. C'est juste, et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre pour qu'il y ait de moins en moins d'impunité et qu'on ait cherché les gens des deux côtés. Si les gens de droite, de gauche, du centre, s'ils ont commis des crimes internationaux, ils doivent être jugés. Alors on parlait de Pinochet, là on va parler de par rapport à qui Pinochet était limite un enfant de cœur, les Khmers rouges. Vous avez participé au procès de Douche, le commandant du centre S21, terrifiant. Comment expliquer que la justice a été aussi longue pour les Khmers rouges? Parce que finalement, Pol Pot, il est mort dans son lit. Alors, très bonne question. Donc, ces crimes... C'est le quart de la population cambodgienne, pratiquement, qui a été exterminée. Absolument. Donc,
Ce qui a, je pense, traumatisé, moi je suis né dans les années 70, mais c'est de 75 à 79, vous l'avez dit, probablement entre 1,5 million et 2 millions de morts sur une population de 3-4 millions. Les Khmers rouges sont... C'était 7 millions, je crois, la population. Okay, ouais, d'accord. Donc voilà, donc vous vous rendez compte, 20 ou 30%. Et pour vous dire à quel point ça a été un trauma total, et je reviendrai à votre question sur le pourquoi est-ce qu'on a attendu tellement longtemps, mais pour vous dire, parce que c'est assez incroyable, et peu de gens le savent, les procureurs à Phnom Penh, donc moi j'étais sur ce premier procès, puis ensuite on a jugé Nuon Chea, qui était l'âme noire de Pol Pot. Vous avez dit qu'effectivement Pol Pot malheureusement est mort avant d'être jugé. Eh bien pour juger Nuon Chea, rendez-vous compte, les procureurs ils y sont parvenus finalement, mais ils ont eu de la peine à prouver le génocide. Pourquoi ? Parce que pour le génocide, il faut une intention spécifique de détruire un groupe national, ethnique, racial, religieux. Or les Khmers rouges ont tué tout le monde. Oui. Ils ont tué tellement de monde, ils ont tué tout le monde, qu'on n'arrivait plus à prouver cette intention, tellement leurs crimes, y compris par les purges contre les anciens Khmers rouges. Donc ça a été vraiment quelque chose d'invraisemblable. Et pour revenir à votre question, ce qui est incroyable, c'est que les Nations Unies, pendant des années et des années et des années, ont négocié avec Hun Sen, qui n'est pas quelqu'un de recommandable à mon avis, qui est toujours aujourd'hui à la tête du Cambodge. Et donc ça a été des années de négociations. Et là, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non les Nations Unies auraient dû finalement accepter les conditions d'Hun Sen, parce qu'on rappelle qu'il y avait quand même une parité sur les juges, sur les procureurs, qu'Hun Sen avait un droit de veto en quelque sorte sur les poursuites. Donc Dieu merci, il y a eu des poursuites très importantes contre Nuon Chea, contre Khieu Samphan, représenté par Jacques Vergès, exactement, Premier ministre, qui par ailleurs ont tous été à la Sorbonne dans leurs jeunes années. Eh bien, il y a eu ces procès-là. Après, Hun Sen a mis le veto quand c'est venu trop proche de lui. Il est toujours à la tête du Cambodge. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces procès ont fait, tache d'huile pour, plus de démocratie ou plus de liberté des juges. Malgré tout, nous, on représentait des victimes cambodgiennes, dont Anthony Atulong qui habite à Paris et sa famille. Eh bien, je pense que pour ces victimes-là, ça a été très important. Maître Alain Werner, on vient de parler de la lenteur de la justice, mais quand la justice n'est pas lente, elle est parfois carrément impuissante, car il faut une enquête avant un procès, et parfois la scène de crime ne se prête pas pour des raisons géopolitiques à l'enquête. On se souvient par exemple que de nombreux djihadistes de Daesh ont pu regagner le Canada sans aucune crainte d'être poursuivis, car il était impossible de vérifier quels crimes ils ont pu commettre, de quoi ils se sont rendus coupables sur place. Certains ont même pu demander d'ailleurs l'asile en Allemagne, en se faisant passer pour des victimes. On se souvient là encore de la Yézidi réfugiée en Allemagne qui avait croisé son tortionnaire au coin d'une rue dans la ville dans laquelle elle s'était réfugiée. Que faut-il faire pour boucher les trous de la passoire à criminels de guerre qui est devenue l'Occident en fait ? Alors écoutez, c'est encore une fois une très bonne question. C'est une question complexe et riche. Vous n'ayez jamais fait Sud Radio, manifestement. C'est que des bonnes questions jusqu'à présent. Non, écoutez, on pourrait espérer qu'en 2022, avec des téléphones portables, avec tous les réseaux sociaux, ce soit plus facile d'obtenir des preuves. Par exemple, et c'est un grand débat, et les juges et les jurys devront trancher demain dans le procès Kunti Kamara, et je pense que la défense a eu raison de le dire hier dans ses plaidoiries, il n'y avait pas de téléphone portable au Libéria en 1990, 11, 12, 13. Donc il y avait des dépêches, il y avait quelque chose, des dépêches de journaux de ça, mais on est principalement avec des témoins. Aujourd'hui, vous pourriez espérer qu'effectivement, avec encore une fois tous les réseaux sociaux, les téléphones portables, chacun est armé finalement dans sa main d'un moyen de réunir des preuves, d'enregistrer, etc. Et effectivement, vous avez raison de dire que même en 2022, c'est compliqué. Et encore une fois, vous avez eu raison de mentionner les affaires Yézidi. Eh ben, les affaires Yézidi, et je sais que la France enquête, il y aura des procès en France, j'espère bientôt, aussi vite que possible. Mais sur les histoires en Allemagne, eh bien, malgré tout, il y a eu de la justice. Et là, on revient à la compétence universelle, parce qu'il faut quand même le dire. Sur la Syrie, 1,5 million de morts civils. Il ne s'est rien passé au niveau international. À Genève, il y a un mécanisme des Nations Unies qui recueille des preuves. Mais enfin, ce n'est pas un tribunal international. La Cour pénale internationale est bloquée à cause du veto au Conseil de sécurité. Et donc, vous êtes dans un scénario où finalement la société civile a un rôle capital à jouer
avec les procureurs nationaux, les procureurs français, les procureurs allemands, pour que des procédures existent et que des gens, pour cette tragédie absolue de la guerre en Syrie, doivent rendre des comptes, parce que sinon on sera toujours dans un monde d'impunité totale. L'occasion de rebondir sur une anecdote dont j'ai pris connaissance, nous avons pris connaissance il y a 48 heures. C'est depuis plusieurs jours, de nombreux internautes avançaient que Kiev aurait fait appel à Al-Qaïda en soutien face aux troupes de Vladimir Poutine. Il n'en est rien. Attention, la présence de djihadistes en Ukraine a par contre été attesté. Il s'agit en fait de combattants islamistes tchétchènes qui affirment vouloir se battre contre la Russie pour se venger des 2 guerres de Tchétchénie. C'est un groupe qui s'appelle Ajnad al-Kavkaz, le Caucase, en fait les soldats du Caucase, présents depuis des années en Syrie, a combattu aux côtés de Daesh, a rejoint à un moment Al-Nosra, tout en refusant de plaider allégeance à Daesh, mais on sait de sources sûres aujourd'hui qu'entre 22 et 75 combattants de cette organisation islamo-terroriste ont pu passer en Ukraine. Est-ce qu'on peut espérer qu'ils soient extradés vers La Haye ? Est-ce que l'Ukraine, à ce moment-là, peut, elle, se saisir en fait de leurs crimes et les juger ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors écoutez, ça c'est une question qui est complexe dans la mesure où ce qu'il faut comprendre, disons peut-être pour vos auditeurs, c'est que dans une guerre, il y a des règles qui, et j'ai un certain orgueil à le dire parce qu'elles ont été codifiées, ça a commencé en 1863 à Genève, donc les fameuses conventions de Genève, Henri Dunant. Donc il y a des règles. Alors la règle fondamentale, c'est que vous avez le droit de tuer, d'accord ? Donc ça déjà on pourrait s'en étonner, mais voilà, c'est ce que les conventions de Genève nous disent. En gros, c'est comme au tennis, vous avez le droit de battre votre adversaire. Et ben en guerre, si vous êtes avec des armes et en face, il y a un combattant, et ben vous avez le droit, en gros, de le dégommer. C'est les règles. Après, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est que vous n'avez pas le droit de le dégommer si vous l'avez blessé. En gros, vous n'avez pas le droit de l'achever. Et puis vous n'avez pas le droit non plus de dégommer sa femme, ses enfants ou des civils, d'accord ? Donc déjà, c'est pas parce que des gens ont combattu dans une guerre qui sont des criminels de guerre. Ils peuvent absolument être des criminels de guerre ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis nous, c'est, je pense, le grand défi par rapport à la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, qui est une guerre hyper médiatisée, et qui est une guerre où vous avez quand même le procureur Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, qui fait des enquêtes quasi simultanément, comme le font les Ukrainiens, comme le font d'ailleurs les Russes, comme le font tous les Européens. Nous, on a ouvert quelque chose en Suisse, en France, c'est ouvert. Donc c'est assez hallucinant, quasi en temps réel. Maintenant, la justice avance et enquête. Donc moi, je pense que le grand défi là, effectivement, pour la justice ukrainienne, ça va être de juger les gens ukrainiens ou affidés aux Ukrainiens qui ont commis des crimes de guerre. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose d'évident, parce que évidemment, si vous êtes agressé et qu'ensuite vous vous soulevez, et c'est aussi finalement la question qui se pose dans le procès Kunti Camara, parce que ces gens étaient des victimes de Charles Taylor, ils se sont fait massacrer toute leur famille par Charles Taylor, ils se sont soulevés, ils se sont armés pour résister, et ensuite, selon les procureurs, eh bien, ils ont commis des crimes. Eh bien là, s'il y a des crimes, à mon avis, ça va être vraiment le défi pour la justice ukrainienne, de montrer qu'elle ne va pas chercher seulement les Russes, les Tchétchènes, les gens de Wagner et tous les autres de l'autre côté, mais qu'effectivement, si ces gens sont des criminels de guerre ou qui commettent des crimes de guerre contre les soldats russes blessés et qu'ils les achèvent, eh bien qu'ils soient aussi jugés. Et que la justice passe dans tous les cas. Absolument. On revient tout de suite, on poursuit ce débat avec Maître Alain Werner et on attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est avec Maître Alain Werner, avocat, notamment dans des procès pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, notamment un procès dont le délibéré sera connu demain. Et on voudrait parler des crimes de guerre et contre l'humanité où il y a eu le plus grand nombre de procès, c'est le Rwanda. Pourquoi est-ce que c'est la zone où il y a eu le plus de crimes de guerre, le plus de procès pour crimes de guerre? Alors écoutez, statistiquement, je ne sais pas si c'était plus ou moins que la Yougoslavie que d'autres, ou que les procès après l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, à ce propos, et puis ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et pas grand monde le sait,
encore maintenant à Berlin, vous avez un procès contre quelqu'un qui était parti des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a 101 ans. Oui. Donc 70 ans après les fêtes, eh bien il y a encore un procès grâce à cette quête de justice incroyable. 80 ans après les faits. Voilà, exactement. Et ça vous dit, ce que ça vous dit, c'est que notre arme juridique finalement de notre côté, il y a des pressions politiques, on a tous les problèmes, mais on a l'imprescriptibilité. Et ça vous dit que même si toutes les victimes sont mortes, si vous avez des preuves et que la personne est encore vivante, eh bien, vous pouvez encore, 80 ans après, être en procès. Alors, pour répondre à votre question, 94, le génocide au Rwanda, le génocide évidemment, de par le nombre de morts et de par la tragédie intégrale qui s'est passée, il y a eu un tribunal pénal international basé à Arusha, mais évidemment, ensuite, il y a eu un exode et beaucoup de gens sont dans beaucoup d'endroits. Et donc, encore une fois, je pense que la France, avec la Belgique, ont été exemplaires. Il y a déjà eu 4 procès. Je n'ai jamais participé à ces procès. Mais Maître Simon Forman, l'avocat qui nous représente, a participé au dernier d'un préfet qui s'est terminé, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc la France est pionnière dans ces procès-là, et c'est effectivement des procès qui sont qu'on retrouve partout dans le monde et qui probablement vont encore durer un moment. Parlons de la notion de crime contre l'humanité, Maître Alain Werner. Dernièrement, c'est Zelensky qui l'a évoqué pour qualifier les exactions commises par l'armée russe en Ukraine. Est-ce c'est un terme qui est adapté pour ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays? Et surtout, quelle différence entre crime de guerre et crime contre l'humanité? Très bonne question. Alors, disons que schématiquement, pour un crime de guerre, il faut une guerre. D'accord? Donc ça vous met le cadre. Alors que pour un crime contre l'humanité, techniquement, vous n'auriez pas besoin d'une guerre. Maintenant, dans ma pratique, j'ai jamais été confronté à des accusations pour crimes contre l'humanité qui n'ont pas été commis dans une guerre. Parce que pour un crime contre l'humanité, il vous faut une attaque systématique contre j'ai les termes en anglais, ou une grande attaque widespread en anglais, ou systématique, largement voilà, désolé, j'ai tous les termes en anglais par rapport à ces histoires-là. Donc il faut une attaque contre une population civile. Donc il vous faut un crime déterminé, et ça c'est déterminé dans des statuts internationaux, mais il faut du contexte. Donc il faut des éléments contextuels. Il faut pas une guerre, parce que ça c'est crime de guerre, il faut pas l'intention, parce que ça c'est génocide, mais il faut cette attaque. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un acte déterminé contre un soldat, par exemple, qui exécute un prisonnier de guerre ou ci ou ça, eh bien ce sera pas un crime contre l'humanité. C'est là où les politiques ensuite se saisissent de ces accusations pour finalement porter toujours des accusations qui sont à portée politique sur ce qui se passe, ou des exactions qui se passent. C'est que pour crime contre l'humanité, ça veut dire que vous avez un plan, et puis vous avez une systématicité des crimes et des attaques contre la population civile. Et est-ce qu'il y a eu des procès qui ont eu lieu, vous avez parlé des camps d'extermination nazis, il y a eu des procès notamment qui ont été organisés, je pense au patron de la Dagesh, c'était eux qui fabriquaient le Zyklon B, qui servait à gazer les déportés, en particulier juifs, dans les camps d'extermination, qui ont été jugés après la guerre, et certains, il y avait la peine de mort à l'époque, ont de mémoire été exécutés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une complicité de crimes contre l'humanité à des grandes entreprises qui continueraient à travailler avec un régime? Excellente question. Et comme ça, c'est le cas, si on doit le rappeler, pour des entreprises françaises. Absolument. En Syrie, absolument. En Égypte. Et ça, c'est un grand champ de bataille, disons, de notre côté, et beaucoup y travaillent. C'est que, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que de juger des gens qui sont sur le champ de bataille, que ce soit de Daesh, que ce soit en Syrie, que ce soit dans les guerres civiles au Libéria, que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda, eh bien, évidemment, c'est très important. Et puis souvent, disons, au niveau de la preuve, ces gens étaient là, étaient présents, ont donné des ordres. Sur le champ de bataille, des gens les ont vus à proximité des crimes. Donc disons que c'est plus facile au niveau de la preuve. Mais évidemment, ceux qui doivent être aussi être jugés... Alors déjà, il y a les gens politiques qui donnent les ordres et qui sont pas là. C'était Charles Taylor, qui a quand même été condamné, magnifique. Et j'ai participé à ce procès très important parce que lui, il était dans le pays d'à côté à donner des ordres à des rebelles sierra-léonais pour mettre la main sur les diamants du sang. Et ben, il a fallu prouver, il n'avait jamais mis les pieds en Sierra Leone. Il a fallu prouver qu'il donnait les ordres. Il a fallu prouver qu'il envoie les hommes. Et ça, c'est les procès mafieux en Italie, les pentiti, où ça se décide dans une maison entre les membres de la Casa Nostra et personne ne le sait. Donc il vous faut des gens de l'intérieur.
Donc tout ça, c'est plus compliqué, mais c'est important. Et puis l'autre aspect que vous avez relevé, et c'est très important, eh bien, c'est les gens qui vous donnent les moyens économiques, financiers de commettre ces crimes. Et donc, c'est les entreprises qui, par exemple, en Syrie, ont encore des industries et qui ne veulent pas perdre leur production et qui font des arrangements avec les groupes armés pour ne pas perdre leurs usines. Ou, par exemple, nous, on continue à Civitas Maxima à tenter de faire vivre des procédures pour diamants du sang, parce que les diamants du sang, les diamants n'étaient pas écoulés en Afrique de l'Ouest, les armes contre les diamants n'étaient pas manufacturées en Afrique de l'Ouest, tout ça venait d'Europe, et je pense que c'est très important aussi, pas seulement d'aller chercher les gens sur le terrain, mais aussi d'aller chercher les gens dans les filières. Certains disent qu'il faut envoyer Poutine au tribunal pénal international pour le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est comme la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faut pas envoyer aussi Mohamed Ben Salman qui bombarde le Yémen et qui a fait plus de 400 000 morts depuis des années, ou même George W. Bush pour avoir déclenché la guerre en Irak sur des mensonges absolus? Alors écoutez, encore une fois, très bonne question, et là on en revient toujours à cette histoire politique. Alors déjà, sur Vladimir Poutine, ça c'est le paradoxe. Finalement, tous les crimes de l'armée russe, c'est pas forcément parce qu'un soldat commet un crime qu'on peut le mettre sur la tête de Vladimir Poutine. Donc ça va être un travail d'enquête ensuite. Par contre, et là je pense que tous les juristes du monde entier sont plus ou moins d'accord, le crime qu'on peut tout de suite mettre sur la tête de Vladimir Poutine, eh bien c'est le crime d'agression, qui est un crime international dans le statut de la Cour pénale internationale. Le problème, pour des raisons très techniques, c'est qu'aujourd'hui, pour des histoires, techniques, Vladimir Poutine ne peut pas être, il n'y a pas la juridiction de la Cour pénale internationale pour juger Vladimir Poutine pour le crime le plus évident qu'il a commis dans cette histoire d'Ukraine, c'est le crime d'agression. Et donc, il y a des appels de tous les côtés de juristes qui disent il faut créer un tribunal de toutes pièces pour juger Vladimir Poutine pour l'agression. Mais ensuite, on en arrive, et vous avez, je pense, complètement raison de le dire, on arrive à une question qui est, ok, on juge Vladimir Poutine pour l'agression, mais alors pourquoi pas Tony Blair, pourquoi pas W. Bush, pourquoi pas... Et là, vous avez raison, et c'est toujours le double standard. Oui, mais excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce qu'on peut pas imaginer une loi des aînés? Voilà. Pour, comme vous nous dites, la Cour pénale internationale ne peut pas juger ce qui est arrivé avant 2002, par exemple. À ce moment-là, bon, si on crée une instance spéciale pour juger Poutine, est-ce qu'on est obligé nécessairement, de revenir en arrière? Est-ce que c'est ça qui va freiner en fait la création de cette institution pour juger Vladimir Poutine? Alors ça, c'est toujours... Il nous reste moins d'une minute. Voilà, donc ça, c'est toujours une histoire de juridiction. C'est une bonne question, c'est toujours une histoire de juridiction. Je crois que l'affaire ici, c'est que, à mon avis en tout cas, politiquement, et c'était le sens de votre question, créer une instance, dépenser des centaines de milliers d'euros pour créer une instance uniquement pour juger Vladimir Poutine sur l'agression, alors que d'autres dirigeants, et d'ailleurs c'est pour ça que la France et l'Allemagne et beaucoup de pays résistent politiquement, parce que là vous auriez un précédent qui ensuite devrait s'appliquer à d'autres, sinon... Oui, mais ça pourrait en dissuader d'autres au futur. Eh ben c'est l'espoir. Eh ben, on y croit, on finit sur une note d'espoir alors. On finit sur une note d'espoir. Merci beaucoup, Maître Alain Werner. On en saura plus demain soir, a priori, puisqu'il y aura le délibéré pour le procès qui a lieu en ce moment à Paris, le procès de Kunti Camara. Et merci de nous avoir éclairé du Cambodge à la Sierra Leone, en passant par le Libéria et un peu partout sur ce qu'est le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir, Maître Werner, et c'était un plaisir de travailler avec vous, cher Un plaisir Philippe. de travailler avec vous, ma chère Ala, et demain on retrouve André Berkoff. Absolument, André Berkoff revient dans tous ses états demain à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Excellent après-midi avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio.